Section 19 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 19. La famille Féréole. À quelque distance de la ville de Langogne, située elle-même sur un des plateaux les plus élevés de la Lozère, commence une chaîne de montagnes qui se rattache, par diverses ramifications, aux Alpes et aux Cévennes. On l'appelle le Mézin. Comme les autres chaînes du Velay et du Vivarais, elle se compose d'une série de volcans éteints depuis des milliers d'années. Il serait impossible de trouver un sol plus tourmenté, plus hérissé d'obstacles naturels, en un mot plus difficilement accessible. Ce sont partout des pics ardus, des arêtes vives, des coulées de lave auxquelles un refroidissement subit a donné des formes bizarres, partout des précipices, des blocs abrupts, des cascades bruyantes, des lacs formés dans d'anciens cratères. Sauf quelques vallées et certains versants favorisés, cette contrée est nue, stérile. Sa richesse consiste en pâturages qui nourrissent de nombreux troupeaux et en châtaigniers dont le fruit forme à peu près la seule ressource des habitants. Aussi les montagnards du Mézin sont-ils d'une pauvreté extrême et à demi sauvage. La misère, l'isolement les ont rendus farouches, querelleurs, insociables. Même aujourd'hui, que tant de causes peuvent influer sur leur caractère traditionnel, ils sont jaloux, vindicatifs, toujours prêts à en appeler au couteau pour la moindre offense. Enfin, on dirait que leur esprit indomptable s'harmonie avec la nature menaçante et rude du pays où ils sont nés. Dans une des vallées les plus solitaires du canton se trouvait une ferme isolée ou métairie, dont les habitants devaient s'occuper exclusivement d'élever des bestiaux, car on n'apercevait alentour aucune terre cultivable. C'est dans cette habitation pauvre et triste, dominée de tous côtés par des bois de sapins et des masses basaltiques, que nous ne tarderons pas à retrouver certains personnages importants de cette histoire. Vers le soir du troisième jour, après que Léonce eut quitté Frontenac, le métayer et sa famille étaient assis sur un banc à la porte de la maison. Ils dépêchaient leur souper, qui se composait pour chacun de bouillies de châtaigne au lait, contenues dans une écuelle de bois. Le père, revêtu d'un habit carré en drap du pays, avec la veste et la culotte de même étoffe, coiffé d'un chapeau à ailes relevées et chaussé de sabots, était un homme de 50 ans, au visage morose, aux manières froides, à l'air taciturne. Sa famille se composait de sa femme, vigoureuse paysanne, dont le corsage, lacé par devant, et la coiffe aux barbes pendantes, n'annonçaient ni propreté ni fraîcheur. De sa fille, inculte et sordide donzelle d'une douzaine d'années, enfin de ses deux fils, grands drôles de 18 et 20 ans, habillés à peu près comme leur père, et déjà sombres comme lui. Tout ce monde ne prononçait pas une parole, et l'on n'entendait d'autre bruit que celui des cuillères contre les écuelles fumantes. Dans une autre saison, on eût pu croire que ces gens venaient sur le seuil de leur porte respirer le frais avant d'aller se livrer au sommeil. Mais le froid était très vif, et un vent piquant soufflait de la montagne. Une légère couche de neige couvrait déjà le pays, et n'avait pas permis de conduire au pâturage, pendant cette journée, les bestiaux qu'on entendait s'agiter dans les étables. Les montagnards avaient donc un autre motif pour négliger le grand feu qui brillait dans l'intérieur de la maison, et pour souper ainsi en plein air malgré la bise. En effet, sur le penchant d'une colline qui faisait face à l'habitation, 4 voyageurs à cheval suivaient un sentier tracé irrégulièrement par les troupeaux. Ce sentier conduisait à la métairie et ne se prolongeait pas au-delà. Les voyageurs venaient donc nécessairement à la métairie, et, eu égard à la solitude où vivait cette famille de pâtres, un pareil événement devait fort exciter sa curiosité. Des 4 personnes dont nous avons parlé, 2 marchaient en avant et semblaient être des maîtres, tandis que les 2 autres étaient évidemment de condition inférieure. Mais tous étaient bien vêtus à la mode des villes, bien armés de fusils et de couteaux de chasse. Autour d'eux vaguaient en liberté plusieurs chiens de grande taille, dont les vives couleurs se détachaient de loin sur la neige. C'était vraiment là un spectacle plein d'intérêt pour ces gens grossiers, qui de temps immémorial n'avaient vu pareille affluence de citadins dans leur désert. Ils attendaient donc, leurs écuelles à la main, sans oser détourner les yeux d'un instant, afin de ne pas perdre le moindre détail de ce qui allait se passer. Ils n'attendirent pas longtemps. Un cavalier parfaitement monté, qui semblait être le chef de la troupe,
précéda ses compagnons et se dirigea seul vers la ferme. En un instant, il eut rejoint les montagnards, toujours immobiles sur le seuil de leur demeure. Mes amis, dit-il en patois du Gévaudan, qui différait fort peu de celui de Mézin, n'est-ce pas ici la métairie de la Motte Rouge, habitée par Guillaume Féréol, dit l'épée du juste? Ce fut le père de famille qui répondit avec roideur. Vous êtes à la Motte Rouge, et je suis Guillaume Féréol. Quant à ce surnom de l'épée du juste, qu'on donna jadis à mon grand-père, je me croirais indigne de le porter. Le voyageur ne parut pas remarquer ces dernières paroles. Eh bien donc, ami Féréol, reprit-il, accordez-nous, à moi et à mes gens, l'hospitalité pour cette nuit. Je puis me recommander de votre maître, monsieur de Langeac, que j'ai beaucoup connu autrefois, et d'ailleurs je paierai largement l'embarras que je vous aurai causé. Je n'ai pas de maître, répliqua le montagnard avec une sorte d'orgueil farouche. Ma porte est ouverte à quiconque, riche ou pauvre, se présente au nom de Dieu. Entrez donc, il y a place à mon foyer pour vous et les vôtres. Vos bêtes trouveront de la litière et du foin dans mon étable. Je ne pourrai vous accueillir peut-être suivant votre condition, car je suis pauvre comme la veuve de Sarepta, mais le peu que j'ai appartient à l'hôte que le Seigneur m'envoie. Fort bien, l'ami, dit le voyageur. Nous sommes des chasseurs, nous ne nous montrerons pas difficiles. D'ailleurs, nous apportons avec nous quelques provisions, et nous comptons ne pas trop affamer votre logis. En même temps, le baron de la Roche-Boisseau, que le lecteur a reconnu sans doute, mit pied à terre et fit signe à ses compagnons de hâter le pas. Ils arrivèrent enfin. C'étaient le gris, Fargeau et le piqueur Labranche, tous affamés et très fatigués d'une longue traite dans les montagnes. La famille Féréol ne se confondit pas en démonstrations de politesse, mais sur un signe du père, tout le monde se mit en mouvement pour recevoir les nouveaux venus et leur faire les honneurs de la maison. Les chevaux furent conduits à l'étable, où ils eurent à discrétion un fourrage parfumé. Les chiens, qui s'étaient déjà pris de querelle avec ceux de la métairie, furent enfermés, sauf le limier favori, dans un toit à porc, où une soupe grossière mais abondante les dédommagea de leur captivité. Quant aux hôtes eux-mêmes, Féréol les introduisit dans la maison, plusieurs bûches de sapin furent jetées dans le feu, puis tandis que les voyageurs se réchauffaient, la mère et la fille s'occupèrent activement des apprêts de leur souper. Ces apprêts étaient modestes. Toutes les provisions consistaient en lard, en fromage et en châtaigne, avec de l'eau pour boisson. Heureusement, la Roche-Boisseau et surtout le Gris avaient prévu le cas. Des viandes froides et des aliments plus recherchés que ceux du logis furent retirés des sacoches et étalés sur la table. Bientôt, tous les voyageurs, maîtres et valets, prirent fraternellement part à ce festin, assaisonné par la fatigue et l'appétit. Cependant, la nuit était venue. Une petite lampe de fer ajoutait sa lumière à celle du foyer. La porte était close et le vent sifflait autour du toit. Pendant que les voyageurs mangeaient, les divers membres de la famille Féréol terminèrent leur besogne dans la métairie, ce qui mit fin à un infernal bruit de sabots, et ils vinrent s'asseoir derrière les convives. On les invita sans cérémonie à partager la bonne chère. Ils refusèrent d'un air grave. Le père seul accepta un verre de vin en signe d'hospitalité, mais il le reposa sur la table après y avoir trempé ses lèvres. Ces manières étranges avaient plusieurs fois excité l'hilarité de Legris, mais La Roche-Boisseau prévenait par un regard sévère l'épigramme ou le rire qui eût pu indisposer des hôtes peu endurants sans doute. Le repas terminé, le baron voulut entrer en communication plus intime avec les habitants de la ferme. Eh bien, maître Féréol, demanda-t-il d'un ton familier et amical, vous n'êtes ici qu'à 1 ou 2 lieues du bois de Sceaux, où s'est montrée pour la dernière fois cette terrible bête du Gévaudan. Pourriez-vous me dire si elle a quitté le pays depuis peu? Non, que je sache, monsieur. On assure en effet qu'elle est blessée, poursuivit la Roche-Boisseau, et ce serait la chance la plus favorable pour nous, car vous avez deviné sans doute, l'ami, que nous venons au Mézin dans le but de chasser la bête du Gévaudan. Quelque chose assez semblable à un sourire se joua sur les lèvres de Féréol. On m'a conté, il est vrai, reprit-il, qu'elle avait été touchée par un garde de Langeac. Mais que le monstre soit blessé ou non, messieurs, vous feriez mieux de renoncer à votre entreprise. Et quoi, mon cher demanda Legris d'un ton moqueur. Seriez-vous de ceux qui croient la bête invulnérable? Je ne la crois pas invulnérable, monsieur, répliqua Féréol en s'animant, puisque j'ai vu de mes yeux les traces de son sang sur la neige de la Margeride. Nombre de tireurs l'ont même vu tomber sous leurs coups et ont cru l'avoir tuée. Cependant, 2 ou 3 jours après, elle reparaissait plus vigoureuse et plus terrible. Ses plaies s'étaient refermées. Elle avait secoué comme du gravier les balles qui trouaient sa peau. Elle avait recouvré sa force et sa férocité. Que faut-il de plus poursuivit-il avec une sorte de véhémence farouche.
Le doigt de Dieu ne se montre-t-il pas ici? N'est-il pas évident, comme il peut être évident à des yeux mortels, que cette bête formidable a été envoyée pour le châtiment de nos péchés, qu'elle a été déchaînée comme un fléau pour punir l'incrédulité, la tiédeur, les vices et les abominations de cette génération mauvaise? En vérité, je vous le dis, ce n'est pas avec vos balles et vos fusils, avec vos couteaux de chasse et vos épées que vous tuerez cet émissaire de la vengeance divine, mais avec le jeûne et la prière. Revenez à Dieu, hommes impies, et la bête sera rejetée dans l'abîme dont elle est sortie. Les membres de la famille accueillirent par une respectueuse inclination de tête cette homélie quasi biblique de Féréol. Le gris, un moment stupéfait, allait encore partir d'un éclat de rire quand un geste de Laroche-Boisseau le retint à temps. Monsieur Féréol, reprit le baron, vos discours confirment le soupçon que m'avait donné déjà la vue des saints-esprits dorés que votre femme et votre fille portent à leur col. Vous et votre famille, vous appartenez certainement à la religion protestante. Le maître du logis se redressa fièrement. Que vous importe, dit-il. Quand je vous ai reçu dans ma maison comme mon hôte, vous ai-je demandé si vous et les vôtres vous apparteniez à l'orgueilleuse Église de Rome ou aux membres pauvres et dispersés de l'Église militante? Mais, continua-t-il avec rudesse, je ne renierai jamais ni ma foi ni mon Dieu. Mes pères assistaient aux prêches, le fusil sur l'épaule et la main sur la poignée de leur sabre. Mes fils et moi, nous serions prêts à faire comme eux. Son enthousiasme se refléta dans les yeux de ses fils et même dans ceux de sa femme et de sa fille qui écoutaient en silence. On se trouvait évidemment chez des descendants de ces terribles sectaires qui, 60 ans auparavant, avaient, sous le nom de Camisards, ensanglanté les Cévennes. Obligés d'éviter les grands centres de population, où les édits royaux leur défendaient l'exercice public de leur religion, les révoltés s'étaient réfugiés dans les parties les plus inaccessibles du pays et s'y étaient établis isolément. La tolérance du gouvernement s'étendait sur eux depuis cette époque, et malgré la sévérité des ordonnances encore en vigueur, on ne s'enquérait pas trop de ce qui se passait dans ces solitudes. Aussi, les montagnards protestants avaient-ils conservé leur fanatisme indomptable d'autrefois, fanatisme d'autant plus exalté que la persécution pouvait d'un moment à l'autre se réveiller pour eux. Vous vous êtes mépris, maître Féréol, reprit le baron d'un ton grave. Il n'y a pas de sotte indiscrétion dans mes paroles. Mais à présent que j'y songe, ce surnom de l'épée du juste que l'on donnait à votre grand-père, et que l'on vous donne encore aujourd'hui, n'a-t-il pas été porté par un brave partisan qui partagea les souffrances du pieux et loyal Pierre de Varinas, au temps de Berwick et de Villars? Le métayer releva la tête. Vous l'avez dit, monsieur, répliqua-t-il. Mon grand-père était précisément le serviteur fidèle qui n'abandonna jamais le comte, son seigneur, pendant la persécution, et qui habita longtemps avec lui la grotte de Varinas. Il vivait de racines et de fruits sauvages. Il dormait appuyé sur leurs fusils. 20 fois, on envoyait des dragons pour les prendre. Ils échappaient toujours par leur adresse et leur intrépidité. Mon grand-père, l'épée du juste, que j'ai connu pendant mon enfance, se plaisait à raconter devant moi les événements de cette cruelle époque, et moi-même je les ai racontés bien des fois depuis à mes enfants. Car nous, pauvres gens, nous sommes restés fidèles à la foi de nos pères martyrs, tandis que les seigneurs de Varinas... Vous voulez parler, dit le baron, du dernier comte de Varinas, qui, après s'être fait catholique, mourut misérablement à l'abbaye de Frontenac. Il fut bien puni de son apostasie, maître Féréol, et l'extinction de sa branche a été peut-être un châtiment du ciel. Mais vous ne pouvez ignorer que la branche cadette de Varinas a scrupuleusement conservé sa foi. Et c'est à celle-là, Féréol, que je suis fier d'appartenir, car moi aussi je descends de cet intrépide Varinas dont vous parliez tout à l'heure. Je suis le baron de la Roche-Boisseau. Cette révélation ne parut pas produire sur le sectaire tout l'effet que le baron en attendait peut-être. En revanche, sa femme et ses enfants ne purent retenir un mouvement de surprise et de respect. Cependant, Féréol se leva. Je ne vous le cache pas, monsieur le baron, dit-il avec réserve. On m'a parlé de vous comme d'un gentilhomme tiède dans sa foi, d'un mondain qui a dépensé son patrimoine avec les filles des gentils. Mais il n'importe. C'est une fête quand la maison de l'épée du juste reçoit le descendant du saint martyr, le comte de Varinas. Que ce jour soit béni. Il baisa la main de son hôte, et chaque personne de la famille vint à son tour rendre au baron le même hommage. Ce cérémonial s'accomplit avec cette roideur puritaine qui caractérisait tous les mouvements des Féréoles. Mais le gris ne songeait plus à en rire, et demeurait stupéfait de la gravité nouvelle qu'affectait son patron. La Roche-Boisseau, en effet, paraissait s'accommoder patiemment à l'humeur de ses coreligionnaires.
Il ne faut pas, mon cher Féréol, reprit-il, vous montrer trop sévère pour les protestants des villes. Les édits royaux ne plaisantent pas, et si nous venions à manquer de prudence. Mais je vois que vous froncez déjà le sourcil. Laissons donc un sujet sur lequel nous ne nous entendrions pas sans doute. Je veux bien vivre avec vous, maître Féréol, comme il convient entre frères en religion, et je dois tout d'abord vous demander si nous pourrons compter demain sur votre aide. J'aurais besoin d'un guide, connaissant parfaitement le pays, pour nous conduire au bois du Sceau, où s'est réfugiée, dit-on, la bête du Gévaudan. Ainsi donc, monsieur, vous persistez dans cette entreprise insensée et peut-être sacrilège. Je vous répète qu'aucune arme charnelle ne prévaudra contre ce monstre. Les balles seront impuissantes, le fer s'émoussera sur sa peau, car il a reçu de Dieu une mission de vengeance et d'extermination. Mais soit, poursuivit Féréol d'un ton différent, vous serez servi suivant vos désirs. Voici Ruben, l'aîné de mes fils, qui vous conduira demain matin au bois du Sceau, et peut-être me déciderai-je à vous accompagner moi-même. Ruben, beau garçon de taille presque colossale, fit signe qu'il avait entendu cet ordre et qu'il l'exécuterait ponctuellement. Le baron remercia le père et le fils. Ce n'est pas tout, poursuivit-il. Je suis à la recherche d'une personne dont la découverte a peut-être autant d'intérêt pour moi que celle de la bête elle-même. Et cette personne ne saurait non plus être éloignée d'ici. Il s'agit d'un homme de ce pays qui a longtemps habité les domaines de Varinas et ceux de Mercoire, mais qui paraît être revenu au Mézin depuis peu de jours. Il a perdu la raison et se plaît au milieu des bois. Il s'appelle Jean Péhérat, mais il est plus connu sous le surnom de Jeannot Grande-Dents. Pourriez-vous, mon cher Féréol, me fournir quelques renseignements sur son compte? Cette demande produisit une certaine impression sur la famille protestante. Seul le chef garda son sang-froid. Monsieur le baron, dit-il après un court silence, avant de vous rendre chez moi, ne vous êtes-vous pas arrêté à la bergerie de Grand-Seigne, située à 1 lieue d'ici, de l'autre côté de la montagne? Non, certes, nous venons en droite ligne de Langogne, où l'on nous a indiqué votre habitation comme la plus rapprochée du bois du Sceau. Mais pourquoi cette question, bonhomme Féréol? C'est qu'il y avait ce matin à Grand-Seigne une troupe de chasseurs qui annonçait précisément comme vous l'intention de poursuivre la bête et de retrouver les traces de Jeannot Grande-Dents. Martin, le métayer de Grand-Seigne, est venu m'en avertir moins de 2 heures avant votre arrivée chez moi, et en même temps me demander avis sur des choses qui me concernent seul. Ainsi donc, vous ne vous êtes pas arrêté chez Martin? Pas le moins du monde, dit le baron avec agitation, et je voudrais bien connaître les chasseurs insolents qui osent aller ainsi sur nos brisées. Quoi, vous ne les devinez pas? S'écria le gris. C'est le neveu du prieur, l'agneau, comme vous dites. Je vous avais annoncé qu'il devait se mettre prochainement en campagne. Il n'y a pas manqué. En êtes-vous sûr, le gris? En effet, il serait possible. Mais si je m'explique l'intérêt qu'il peut avoir à chasser la bête, je ne comprends pas aussi bien ses motifs pour rechercher Jeannot. Bah, en raison des bruits qui ont couru sur l'étroite intimité de la bête et du fou, on a très bien pu s'informer de l'un pour retrouver l'autre. C'est possible, dit le baron d'un air pensif. Voilà une concurrence qui me déplaît. Quoique ce monsieur Léonce ne me paraisse pas bien redoutable. Sans doute il a l'intention de se mettre en chasse demain matin. Il faudra le prévenir. Nous partirons avant le jour s'il est nécessaire. Féréol avait écouté cette conversation. Eh bien, mon cher hôte, reprit le baron, ne savez-vous rien de ce Jeannot, que je désire ardemment de retrouver, dans l'intérêt même de notre foi commune? Féréol hésita un moment. Monsieur le baron, dit-il enfin, Jean Pérat est mon parent à un degré éloigné, et j'ai connaissance du lieu où l'on pourrait peut-être le rencontrer, mais je me laisserai déchirer en lambeaux, comme les 7 Maccabées, plutôt que de trahir sa retraite, à moins que je ne sache ce qu'on attend de lui. La Roche-Boisseau lui apprit la contestation élevée au sujet de l'héritage de Varinas, et essaya de lui prouver qu'il était de la plus haute importance pour la cause protestante que cette fortune revint à son héritier légitime, au détriment des moines rapaces de Frontenac. Tout le fanatisme du montagnard fut réveillé par ce récit habilement ménagé. Honte et abomination sur l'Église de Rome, s'écria-t-il. Depuis quand le bien des enfants de Dieu doit-il passer aux mains viles des enfants d'Israël? J'engagerai ma vie et celle de tous les miens, monsieur le baron, pour vous faire obtenir justice dans cette belle cause. Malheureusement, je crains bien que mon parent ne soit plus en état de porter témoignage en votre faveur. S'il faut le dire, sa raison paraît égarée sans remède. Il passa ici il y a près d'un mois, et s'assit devant notre maison, où il venait fréquemment autrefois. Mes enfants avaient peur de lui, et n'osaient l'approcher. Quand je revins des pâturages, je le trouvai à la même place, et je le reconnus sur-le-champ malgré ses haillons et sa misère.
Il me reconnut aussi, mais je ne pus tirer de lui que des paroles sans suite, accompagnées d'un rire idiot. Il refusa d'entrer chez moi. En revanche, quand on lui apporta des aliments, il se jeta dessus avec avidité et les dévora en un clin d'œil. Ensuite il nous quitta, et depuis ce temps il est errant dans le voisinage, vivant on ne sait de quoi. Nous le rencontrons souvent, mais il fuit toujours à notre approche, et s'enfonce dans des broussailles où l'on ne peut le suivre. Cependant, à cause de notre parenté, je fais déposer de temps en temps, dans les lieux qu'il fréquente, du pain ou des châtaignes. Ses provisions ont toujours disparu le lendemain. Vous voyez, monsieur le baron, qu'il ne sera pas facile de mettre la main sur ce pauvre Jeannot. D'ailleurs, j'ai des raisons de penser qu'à certains moments il serait fort dangereux de l'aborder. Je veux néanmoins tenter l'expérience, ami Féréol, reprit le baron. Voici là-bas quelqu'un qui promet non seulement d'approcher ce malheureux fou, mais encore de l'apprivoiser complètement dès qu'on aura retrouvé sa trace. N'est-il pas vrai, Fargeau continua-t-il en s'adressant à l'ancien garde général, qui, aussitôt après le souper, avait gagné le coin du feu. Oui, oui, monsieur le baron, répliqua Fargeau avec assurance. Ce pauvre diable et moi, nous nous connaissons de longue date, et je sais le moyen de l'amadouer. À la vérité, il n'était pas aussi sauvage autrefois qu'il l'est aujourd'hui. Mais je réponds qu'il ne fuira pas s'il se trouve à portée de me reconnaître, ou seulement d'entendre ma voix. Le montagnard, dans son respect exagéré pour les liens du sang, exigea du baron la promesse qu'il ne serait fait aucun mal à Jeannot son arrière-cousin, et qu'on le laisserait aller librement après avoir recueilli son témoignage. Puis il fut convenu que Féréol et Ruben accompagneraient le lendemain matin les chasseurs au bois du Sault, où l'insensé, comme jadis, paraissait vivre en bonne intelligence avec la bête du Gévaudan. C'est à merveille, reprit Legris quand on se fut entendu sur divers points de détail. Mais ce que nous devons faire, baron, faisons-le promptement. Le voisinage de ce monsieur Léonce et de ses gens commence à me chagriner fort. Si le loup est réellement blessé, on aura bon marché de lui, et nous serions inexcusables de nous laisser prévenir. Eh bien, Legris, dit le baron, nous partirons aux premières lueurs du jour. Que voulez-vous de plus? Je ne veux rien, la Rocheboisseau, rien du tout, répliqua Legris avec humeur. Mais à présent que certaines autres entreprises qui vous tiennent à cœur semblent devoir réussir, je vous trouve bien froid pour celle-ci. Vous êtes beaucoup plus occupé de votre Jeannot que de la bête. Le baron lui dit quelques mots à voix basse pour l'apaiser. C'est bon, c'est bon. Mais il faut que demain je tue la bête du Gévaudan. Nous verrons demain quel cas l'on doit faire de votre parole. Et il alla s'asseoir au coin du feu d'un air boudeur, tandis que le baron haussait dédaigneusement les épaules. Du reste, la veillée ne se prolongea guère. Les voyageurs étaient épuisés de fatigue, et ils avaient besoin de réparer leurs forces pour la journée du lendemain, qui serait rude selon toute apparence. Aussi la Rocheboisseau témoigna-t-il le désir de se retirer. Mais avant de déférer à son vœu, Féréol l'invita froidement à se joindre aux prières de la famille, qui allaient avoir lieu suivant l'habitude patriarcale de chaque soir. La Rocheboisseau sentit bien qu'un refus blesserait son hôte, mais il ne pouvait pousser la complaisance jusqu'à supporter 1 heure au moins d'oraisons et de psaumes en français. Il s'excusa donc sur le sommeil qui l'accablait pour se dispenser de ce devoir qu'il ne saurait, disait-il, accomplir en ce moment avec tout le recueillement nécessaire. Féréol fronça le sourcil. Cependant il se contenta de murmurer « Il est écrit, la prière délasse et la méditation vivifie l'esprit. Que Dieu pardonne aux pécheurs et à l'homme léger. » Quelques instants après, les voyageurs étaient couchés, les uns dans les lits de leurs hôtes, les autres dans le foin de l'étable, où la laine des bestiaux entretenait une douce température. Pendant une partie de la nuit, on eût pu entendre au milieu des mugissements du vent la voix grave et monotone du chef de famille qui donnait l'instruction religieuse à ses enfants. Fin de la section 19. Section 20 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Little Miss Clumsy. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 20. Le bois du Sault. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, comme il avait été convenu, les chasseurs, sous la conduite de Féréol lui-même et de son fils aîné, quittaient la ferme de la Motte Rouge pour se rendre au bois du Sault, où l'on espérait trouver Jeannot et sa terrible amie, la bête du Gévaudan. Tous étaient à pied, les difficultés et les dangers de la marche ne permettant pas de se servir de chevaux
dans la portion du pays où l'on allait s'engager. Laroche Boisseau et ceux qui l'accompagnaient avaient des fusils, mais Féréol et son fils, toujours convaincus de l'inutilité d'une attaque contre la bête, portaient seulement leurs bâtons ferrés. Le ciel était d'un gris sombre. Aucune de ces teintes brillantes qui annoncent habituellement le lever de l'aurore dans les montagnes ne colorait les cimes élevées. Une nouvelle couche de neige, tombée pendant la nuit, cachait les inégalités du sol sous sa blanche uniformité. Heureusement, le vent avait cessé de souffler et la journée s'annonçait comme devant être calme. Les voyageurs suivaient exactement les traces que les guides laissaient dans la neige. Malgré cette précaution, ils trébuchaient presque à chaque pas et avaient grand-peine à ne pas tomber. Or, les chutes pouvaient être mortelles. On avait quitté les chemins frayés. Tantôt on descendait des pentes escarpées hérissées de laves aiguës ou d'aiguilles de granit, tantôt on longeait des précipices dont le regard n'osait sonder la profondeur. La neige tenace qui s'attachait aux pieds semblait encore augmenter le péril. Un silence morne régnait dans ces solitudes, et toutes les créatures vivantes semblaient les avoir abandonnées. Pas un oiseau de proie ne voltigeait autour des pics décharnés. Les chiens, qui, à la sortie de la ferme, couraient vifs et joyeux en avant des chasseurs, n'avaient pas tardé à se rabattre sur eux, soit que les pointes cachées des laves blessassent leurs pattes, soit plutôt que l'absence de toute piste de gibier les détermina à réserver pour une autre occasion leur force et leur ardeur. On marcha pendant près d'une heure, et on pouvait bien avoir fait une lieue. Cependant, on n'apercevait pas encore le bois du Saut, et le gris, moins robuste que ses compagnons, commençait à se dépiter. « Nous approchons, dit Féréol avec sa gravité sereine. Mais par le Dieu de Gédéon, si vous vous plaignez maintenant des difficultés du chemin, que sera-ce donc quand nous arriverons au Saut ?» Il fallut encore une demi-heure de marche pour atteindre l'endroit désigné. Un bruit sourd et profond, causé par une chute d'eau, devenait de plus en plus fort à mesure que l'on avançait. Et quand les voyageurs atteignirent enfin le sommet d'une roche escarpée qu'ils venaient de gravir avec peine, ils se trouvèrent tout à coup en présence d'une nature horrible et grandiose. Que l'on se représente 4 montagnes de hauteur inégale, groupées carrément, de sorte que leur base, au premier aspect, semblait se rejoindre. Néanmoins, entre l'écartement de leurs pieds, s'enfonçait une vallée creuse comme un abîme, où des massifs d'arbres, des pointes de basalte, des blocs de pierre bizarrement superposés formaient l'image du chaos. Le regard s'égarait sur cet effroyable désordre, où tout semblait d'abord confondu à cause de la couche de neige qui couvrait le paysage. La plupart des arbres, arrachés par des éboulements, les avalanches ou même par les tourbillons de vent qui s'engouffraient parfois dans ces gorges étroites, étaient courbés, tordus, enchevêtrés les uns dans les autres et reliés entre eux par des plantes grimpantes. Des fougères colossales, des ajoncs et 1000 arbustes épineux achevaient de rendre ce taillis impénétrable. Plusieurs torrents, descendus des hauteurs, se précipitaient dans le vallon. Le plus considérable tombait d'une montagne située en face des chasseurs et formait une cascade, ou saut, d'où venait le nom de ce lieu. Le froid n'ayant pas encore sévi trop rigoureusement, les torrents n'avaient pas gelé. Ils se dessinaient comme des sillons noirs ou gris sur les fonds blancs de neige. Ces eaux abondantes qui coulaient de toutes parts devaient se réunir vers le centre de la vallée. Mais là, se perdaient-elles sous terre comme il arrive fréquemment dans ces pays ravagés par les volcans, ou bien s'échappaient-elles par un canal? Voilà ce que l'on ne pouvait distinguer. Les arbres, les roches et les grandes herbes paraissant avoir mission de cacher aux hommes ce secret de Dieu. Tel était l'endroit redoutable que les chasseurs avaient à fouiller avec grand soin. Et au premier aspect, les plus confiants commencèrent à douter du succès de l'entreprise. Cependant, on suivit la lisière de ce bois irrégulier et l'on visita les lieux où avaient été vus plusieurs fois
des traces de Jeannot et de la bête. Les plus attentives investigations ne produisirent aucun résultat. Aucune empreinte de pied, d'homme ou d'animal, ne se dessinait sur la neige. Les chiens, rebutés, ne songeaient pas à quêter et rôdaient tristement, le nez haut, comme effrayés eux-mêmes des difficultés de leur tâche. On fit halte près d'une de ces énormes boules de basalte, sorties on ne sait d'où, qui se rencontrent assez fréquemment dans ces montagnes brûlées. « Que le Seigneur nous assiste !» dit Féréole. « Je n'y comprends plus rien. Il est douteux pourtant que l'homme et la bête aient quitté le pays. » « En effet, reprit le baron, il ne pourrait trouver autre part une retraite plus sûre, un fort plus inaccessible. Mais allons, Fargeau, poursuivit-il en s'adressant à l'ancien garde, le moment est venu de tenir votre parole. C'est à vous maintenant de dépister ce terrible Jeannot Grande-Dent. Mon cher baron, dit Legris avec vivacité, ne vaudrait-il pas mieux nous occuper d'abord du loup et... Corbleu, Legris, faut-il vous répéter 1000 fois que, si nous retrouvons Jeannot, le loup ne saurait être loin? Eh bien, Fargeau, poursuivit la Roche-Boisseau avec impatience, à quoi songez-vous donc? Vous êtes-vous vanté d'un pouvoir que vous n'aviez pas? Je vous croyais plus impatient de venger votre malheureuse fille. Fargeau, qui semblait rêveur et irrésolu, tressaillit à ce nom. Ma fille, répéta-t-il en relevant vivement la tête. Oui, oui, vous avez raison. J'hésitais à trahir ce pauvre diable qui avait mis sa confiance en moi, mais si vraiment il accorde sa protection à l'exécrable animal qui m'a dévoré ma fille, allons, j'en aurai le cœur net, je vais me mettre à l'ouvrage, et si Jeannot est à portée d'ici, nous le verrons bientôt. C'est cela, Fargeau, ne perdez pas de temps. Souvenez-vous de mes promesses et des vôtres. Eh bien, pendant que vous allez manœuvrer seul, que devons-nous faire? Fargeau réfléchit. « Attendez ici mon retour, reprit-il. Jusque-là, évitez de vous montrer sur les hauteurs et ne parlez qu'à voix basse, car nous avons affaire à des gaillards dont l'oreille est fine et la vue perçante. Il faut aussi coupler les chiens, et on ne les lâchera pas avant nouvel ordre. Quant à moi, je n'ai pas besoin de ce fusil dont la vue ferait inévitablement fuir Jeannot si nous venions à nous rencontrer. Les pistolets que j'ai dans ma poche me suffiront en cas de besoin. » Il remit son fusil à la branche et s'assura que ses pistolets étaient en état de faire feu. Puis, serrant ses vêtements autour de son corps, il s'enfonça dans le fourré. Tout à coup, de l'endroit même où il venait de disparaître, partit un hurlement épouvantable qui domina le fracas de la cascade. Les chiens dressèrent les oreilles, les chasseurs ne purent retenir un mouvement d'effroi. « La bête, murmura Legris en armant son fusil. Mais l'oreille exercée de la Roche-Boisseau avait distingué la vérité. « C'est Fargeau lui-même, répliqua-t-il en riant. Il n'a pas oublié qu'il faut savoir hurler avec les loups. Mais chut, voyons si l'on va lui répondre. » Pendant plusieurs minutes d'attente, on n'entendit que le grondement sourd des torrents. Il sembla que Fargeau eût changé de place, car bientôt le hurlement s'éleva d'un poids différent, avec une vigueur nouvelle. Mais, cette fois, à peine eut-il cessé, qu'il fut répété faiblement, à une grande distance. Fargeau sortit du bois et rejoignit les chasseurs. « Il est ici, dit-il d'un ton animé, et il a reconnu mon signal. Il doit se trouver là-bas, vers la grande cascade. Faites le tour du bois et allez vous poster de ce côté avec les plus minutieuses précautions, pendant que je traverserai le fourré. Quand je tirerai un coup de pistolet, accourez tous à la fois, sans perdre une minute, après avoir découplé les chiens. Est-ce bien entendu? » On convint rapidement des diverses manœuvres à exécuter, puis les chasseurs se dirigèrent vers la cascade, en suivant les corniches des montagnes, tandis que Fargeau rentrait dans le bois, où il recommença bientôt ses hurlements et ses appels. Nous allons suivre d'abord la Roche-Boisseau et ses compagnons. Comme nous l'avons dit, ils longeaient la forêt aussi vite qu'ils le pouvaient, profitant de l'inégalité du terrain pour dérober leur marche à l'ennemi. Ils gardaient un silence absolu, et le bruit de leurs pas s'amortissait sur la neige. Cependant,
ils avaient un grand détour à faire, et ils étaient loin encore du point désigné, quand le baron, malgré la consigne qu'il avait donnée lui-même de se taire et de hâter la marche, s'arrêta brusquement, en poussant une exclamation d'étonnement et de colère. « Qu'y a-t-il donc » demanda Legris, qui le rejoignit aussitôt. « Regardez, » dit la Rocheboisseau. Sur le penchant de la montagne principale, tout près de la cascade, venaient d'apparaître plusieurs personnes ayant aussi l'apparence de chasseurs. 2 chiens vigoureux allaient et venaient dans la neige, comme s'ils eussent découvert la piste que ceux du baron avaient vainement cherchée. Ces inconnus formaient une troupe un peu plus nombreuse que celle de la Rocheboisseau et paraissaient tous bien armés. « De par le diable, c'est le neveu du prieur, » dit Legris consterné. « Oui, ce ne peut être que lui, » répliqua le baron en fronçant le sourcil. « Et ne vous semble-t-il pas, comme à moi, Legris, que ces gens sont précisément en position de profiter avant nous du gibier soit homme soit loup que cet imbécile de Fargeau pourra mettre sur pied? En effet, et ceci est d'une audace, mais nous ne le souffrirons pas. N'est-il pas vrai, baron? Allons les trouver au plus vite. Nous leur intimerons l'ordre de s'éloigner, ou sinon... En cas de querelle, nous pourrions ne pas nous trouver les plus forts, et malgré vos façons batailleuses, vous vous en apercevriez sans doute le premier. Il vaudrait mieux agir de ruse, s'il était possible. « Je vous trouve bien tiède et bien patient, la Rocheboisseau, » dit Legris d'un ton mécontent. Ils furent rejoints par le vieux Féréol, qui était resté un peu en arrière pour examiner l'autre troupe de chasseurs. « Ce sont les gens qui s'étaient arrêtés à Grand-Seigne et pour lesquels je vous avais pris, » dit-il d'un ton animé. « Je reconnais parfaitement Martin, le métayer de Grand-Seigne, qui leur sert de guide. L'hypocrite, le menteur, il m'avait promis de ne pas trahir mon parent, et il l'a vendu sans doute pour quelques deniers. Mais par l'âme de mon père, je vengerai mon sang s'il arrive malheur à Jeannot par la faute de Martin. » Le puritain avait disparu en ce moment, pour faire place au montagnard du Mézenc, vindicatif et indomptable dans ses colères. La Rocheboisseau, malgré sa vive contrariété, ne put s'empêcher de sourire. Il semblait bizarre, en effet, que Féréol se montrât si fort irrité contre un autre pour une action dont lui-même s'était rendu coupable. Cependant, le baron dit avec autorité: « Pas de conflit avec ces gens, entendez-vous, Féréol? Avançons, et que nul ne soit assez hardi pour me désobéir. » Et il se remit en route d'un pas rapide, sans remarquer les gestes de révolte, les regards courroucés du vieux sectaire, peu disposé à s'incliner devant un pouvoir, quel qu'il fût. Enfin, on atteignit l'endroit où Léonce et ses gens s'étaient montrés. Pendant une partie de ce trajet, Fargeau avait fait plusieurs fois entendre ses appels dans l'intérieur du fourré, et on lui avait répondu de la même manière. Mais vers la fin, les hurlements avaient complètement cessé, soit que les 2 hurleurs se fussent rencontrés, soit que le grondement de la chute d'eau couvrit maintenant leur voix. Du reste, l'explosion d'armes à feu qui devait être un signal d'appel précipité ou de détresse ne s'était pas fait entendre, et l'on avait continué d'avancer en prenant soin de ne pas se découvrir. Malgré ces précautions, Léonce et ses compagnons avaient fort bien aperçu les concurrents qui leur arrivaient, et leur chasse en avait été troublée. Ils s'étaient arrêtés sur le bord d'un précipice boisé, n'osant s'y engager avant que les intentions de l'autre troupe leur fussent connues. Léonce, à la vue de la Rocheboisseau, qui marchait le premier, fit un mouvement pour se mettre sur la défensive. Mais se souvenant aussitôt que son oncle lui avait recommandé d'éviter toute querelle avec le baron, il affecta une contenance tranquille et se tint prêt à agir en ami ou en ennemi selon les circonstances. De son côté, la Rocheboisseau avait réfléchi. L'idée lui était venue qu'il serait piquant d'employer le neveu du prieur à la réussite de ses propres desseins, ce que l'inexpérience du jeune homme pouvait rendre aisé. Il comptait avoir bien plus de chances de traverser les projets de Léonce s'il parvenait à lui inspirer quelque confiance, et peut-être aussi nourrissait-il l'espoir
de torturer avec adresse son rival détesté. Il s'approcha donc de lui, le sourire sur les lèvres, et le salua poliment. « Monsieur Léonce, je crois, dit-il d'un ton presque amical, j'ai déjà eu, si je ne me trompe, l'honneur de le voir à Mercoire. » Léonce lui rendit froidement son salut. « Il est vrai, monsieur, mais nos rapports ont été si courts, si peu affectueux, qu'il vaudrait mieux, peut-être, ne pas les continuer. Permettez-moi de ne pas être de cet avis. Voyons, monsieur Léonce, poursuivit le baron avec une rondeur apparente, je ne veux pas rappeler mes griefs contre l'abbaye de Frontenac, quoique vous sachiez à présent peut-être combien ces griefs étaient légitimes. Mais pourquoi un galant homme, tel que vous, prendrait-il parti dans cette affaire? Vous êtes devenu chasseur à ce qu'il paraît depuis notre dernière entrevue, et je me souviens qu'en effet, vous avez une revanche à tirer de cette maudite bête du Gévaudan. Le même motif nous amène ici. Pourquoi, tant que les circonstances nous rapprocheront, n'aurions-nous pas l'un envers l'autre les sentiments de mutuelle bienveillance, de confraternité qui distinguent les francs chasseurs? Cette proposition captieuse concordait avec les intentions secrètes de Léonce. Néanmoins, il répondit avec un air de réserve. « Peut-être trouverai-je d'autres griefs que ceux des pairs de Frontenac à faire valoir contre monsieur de la Rocheboisseau. Mais soit, à mon tour, je veux les oublier pour le moment. Je ne m'opposerai donc à rien de ce que pourra tenter monsieur le baron, si lui-même s'engage à ne pas traverser mes projets pendant le peu de temps que nous devons passer ensemble. Acceptez, monsieur. Chacun de nous conservera une parfaite indépendance, c'est bien entendu. » Ils furent interrompus par le bruit d'une violente discussion qui venait de s'élever entre Féréol et l'autre métayer. Féréol reprochait avec énergie à Martin ce qu'il appelait son parjure, et Martin, de son côté, cherchait déjà sa coutelière, cette arme terrible que le montagnard du Mézenc porte toujours sur lui. De plus, les chiens de Léonce sortant du fourré montraient les dents au limier de la Rocheboisseau, et un conflit semblait inévitable parmi les bêtes comme parmi les gens. Les chefs des deux troupes se hâtèrent d'intervenir. Quelques paroles fermes de Léonce et du baron mirent fin, en apparence du moins, à la dispute de Martin et de Féréol, qui s'éloignèrent l'un de l'autre en se lançant des regards sombres. Quant aux quadrupèdes, plusieurs coups de fouet bien appliqués suffirent pour faire disparaître chez eux toute velléité d'insubordination. « Morbleu, monsieur Léonce !» dit le baron avec gaieté quand tout fut fini. « La bonne harmonie n'est pas facile à rétablir entre nous. On y parviendra pourtant si vous en avez autant de désir que moi-même. Et pour commencer, je ne vous demanderai pas d'où vient ce dogue superbe qui renacle là dans les buissons. Il a dû vous coûter cher, et sur ma foi, au temps où nous vivons, les neveux des prieurs coupent l'herbe sous le pied aux gentilshommes. Mais laissons cela. Les circonstances actuelles nous obligent à mettre en commun nos moyens d'action. Je ne vous cacherai donc pas mon plan de compagne. Cet insensé qu'on appelle Jeannot Grandedent est caché là dans le bois, et comme j'ai le plus grand intérêt à m'emparer de sa personne, un de mes gens qui le connaît s'est déjà mis à ses trousses. »« Quoi ?» s'écria Léonce, comme débarrassé d'un grand poids. « Est-ce donc seulement Jeannot que vous cherchez ici? J'aurais cru... Mais, poursuivit-il, si Jeannot se trouve en effet dans ce canton, il est encore accompagné de la bête du Gévaudan. Voyez !» Et il désignait dans la neige de larges empreintes qui longeaient le précipice. Le baron les reconnut tout d'abord, mais il affecta une complète indifférence. « Décidément, répliqua-t-il, l'un ne marche pas sans l'autre, et cela nous explique, monsieur Léonce, certaines circonstances relatives à ce loup fameux qui étonne fort le vulgaire. Quant à moi, je ne manquerai pas de lui envoyer une balle s'il se trouve sur mon chemin, car je n'ignore pas quel prix pourra réclamer le vainqueur de la bête. Mais je tiens avant tout à m'emparer de ce maudit Jeannot, pour une cause que vous connaîtrez plus tard. En revanche, monsieur Léonce, poursuivit-il en désignant le gris qui les observait d'un air irrité,
voici là-bas un chasseur qui compte vous faire une rude concurrence. » Legris, voyant que l'on parlait de lui, se rapprocha des deux interlocuteurs, et après avoir salué légèrement, il dit au baron avec une colère mal contenue: « Faut-il donc renoncer à notre entreprise, la Rocheboisseau? Je le croirais assez à voir les nouveaux alliés que vous nous donnez. » Un froncement de sourcils de son patron l'avertit qu'il devait prendre un ton moins haut. « On n'entend plus Fargeau, continua-t-il, et je ne sais que penser de son silence. Pourquoi ne cherchons-nous pas une pente un peu moins roide afin de descendre dans ce gouffre? » « Pour moi, je vais y descendre ici même, dit Léonce résolument. Les chiens se sont remis sur la piste, et je dois les appuyer. Mes compagnons de chasse sont libres de me suivre s'ils en ont la fantaisie. » Et il s'avança vers une étroite corniche qui côtoyait le précipice. C'était le seul chemin possible pour se rendre de ce côté à la grande cascade. Une croûte de glace et de neige durcie la recouvrait sur un espace de 30 ou 40 pas et augmentait encore le péril de cet effroyable sentier. « Mais c'est de la folie !» s'écria Legris en pâlissant. « Écoutez-moi, monsieur Léonce, dit le baron à son tour, car j'ai promis d'être pour vous un adversaire loyal. Le chemin que vous prenez est impraticable pour tout autre qu'une chèvre sauvage. D'ailleurs, on n'a fait encore aucun signal, et vous avez autant de chance en attendant ici. Souvenez-vous de nos conventions, messieurs, dit Léonce avec vivacité. Je n'entends pas gêner vos actions, ne gênez pas les miennes. » En ce moment, un coup de feu retentit du côté de la cascade. Puis, ce furent des cris perçants auxquels se mêlaient des hurlements formidables. « C'est Fargeau !» s'écria Legris. « Ce doit être Jeannot, » dit le baron. « J'ai reconnu le hurlement du loup, » dit Léonce. Il sauta, souple et léger, sur la périlleuse saillie, et, élevant sa carabine au-dessus de sa tête, il se dirigea vers la cascade. Les autres chasseurs le suivaient de l'œil, s'attendant à le voir d'un moment à l'autre rouler au fond de l'abîme. Mais cette témérité devait être impunie. Léonce atteignit l'extrémité de la corniche qui s'engageait derrière la cascade même, passa rapidement sous l'arc formé par la chute d'eau et reparut, sain et sauf, de l'autre côté. Au même instant, on le vit s'approcher de deux formes humaines qui venaient de se montrer subitement sur la pente de la montagne. Les spectateurs étaient stupéfaits de ce succès inattendu. Legris recouvra le premier sa présence d'esprit. « Ce chemin est donc praticable ?» s'écria-t-il. « Baron, il n'y a pas à balancer. Si nous tardons à rejoindre monsieur Léonce, il est capable de gagner la récompense. Souvenez-vous de votre parole, et venez avec moi. »« Au fait, » répliqua le baron, « ce serait une honte pour tous de laisser la partie si belle à ce galantin. Il se vanterait plus tard d'avoir exécuté une entreprise devant laquelle nous aurions reculé. En avant donc, de par le diable !» Et il s'engageait à son tour sur la dangereuse corniche quand son compagnon, qui le précédait de quelques pas, disparut tout à coup en poussant un cri de détresse. La Rocheboisseau s'arrêta. Legris venait de tomber d'une hauteur effrayante. Heureusement, un massif d'arbustes semblait avoir amorti sa chute, et bientôt on l'entendit appeler du fond du précipice. Le baron hésita d'abord, mais, songeant que les montagnards suffiraient pour donner à son malencontreux ami toute l'aide que comportaient les circonstances, il continua son chemin. Fin de la section 20.